sort 3 bâtonniers, c'est-à-dire candidats au bâtonnat, et nous allons leur demander 3 questions. Nous allons organiser une première table ronde et nous allons tirer au sort 3 bâtonniers, c'est-à-dire candidats au bâtonnat, et nous allons leur demander 3 questions. Nous allons poser 3 questions. La première table va durer un quart d'heure. Donc 5 minutes, vous êtes 3 et vous avez chacun quelques minutes, puisqu'on doit tenir 5 minutes, pour répondre à une première question. Ensuite, au bout de 5 minutes, une deuxième question et ensuite une dernière question. Alors je ne suis pas seule pour animer cette première table et je vais donner la parole à un autre consoeur qui va un peu se présenter et nous dire pourquoi elle est à mes côtés. Voilà. Bonjour à tous. Moi, normalement, mon micro ne marche pas non plus. Si on m'entend bien. Je suis ici pour représenter la branche jeune de la CE et Paris. Et donc, nous sommes plusieurs. Non, ça ne marche pas bien. Je reprends le micro. Voilà. Et nous sommes ici avec Manuel pour poser quelques questions qui ont été préparées par la branche jeune de la CE Paris. Et donc on va avoir une petite question pour vous également sur des thèmes qui nous concernent un peu plus, qui concernent le jeune barreau. Donc nous interviendrons Manuel sur les tables rondes avec Barthélémy et moi aux côtés de Caroline sur les 2 tables rondes. Voilà, alors on va tirer au sort. Donc on commence par la première table ronde qui concerne les candidats au bâtonnat. Voilà, donc nous avons des candidats au bâtonnat qui vont... Voilà. Là, ça va. Je vais reprendre là ici. Oui, donc c'est Xavier Chilot sur la première table. Il n'a pas renoncé alors. Ouais. Deuxième table. Vas-y. Olivier. Frédéric Schum. Frédéric Schum. Xavier Chilot, Frédéric Schum. Et le troisième Olivier Saubon. Voilà. Pour les Clément n'est pas fait exprès. Les photos, ça sera après. Sauf s'il n'y a pas Donc vous avez tous parlé de l'intelligence artificielle pendant vos... Il a un dossier, c'est qu'il n'est pas sûr. Vous avez tous parlé de l'intelligence artificielle pendant vos Vous étiez tous très présentations. Vous estimez tous que c'est quelque chose de très important. Et au fond, la vraie question, c'est est-ce qu'on va encore avoir besoin de stagiaires et de collaborateurs débutants si on développe l'intelligence artificielle dans le cabinet? Voilà. Très rapide. Donc je réponds à cette question-là. Voilà. Oui, bien sûr qu'on aura toujours besoin d'avocats. On aura besoin d'avocates et d'avocats associés, collaborateurs et même stagiaires. L'intelligence artificielle va incontestablement modifier notre manière de travailler, mais rien ne remplacera l'humain et l'avocat et ce lien absolument indispensable. Donc je passe le micro, là c'est... Là, ok. Donc je suis d'accord avec Olivier. Alors simplement, moi, l'intelligence artificielle, ça ne me fait pas peur et je trouve que l'intelligence humaine est plus forte. On regarde, j'ai demandé le programme du bâtonnat de ChatGPT et voilà, honnêtement, c'est pas à la hauteur du programme de bâtonnat de Frédéric Schum et Christine Marant. Et oui, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Donc par exemple, dans le programme de ChatGPT, il n'y a pas les 22 jours de télétravail par an pour les avocats collaborateurs. Dans le programme de bâtonnat de ChatGPT, il n'y a pas le plan d'urgence pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement moral dans les cabinets.
va Voilà. t'interrompre tout de suite, Frédéric, parce qu'on n'est pas là pour que tu te présentes ton programme. D'accord, mais voilà. Alors il y a un point quand même. On va passer la oui, parole voilà. à Pierre. D'accord. Alors, tant que les pouvoirs publics n'auront pas compris que pour économiser un peu de juge, on peut faire juger par une intelligence artificielle qui jugera donc des conclusions rédigées par une intelligence artificielle, l'avocat aura encore sa place. Comme le dit mon binôme, et elle a raison, pour l'instant, et je suis optimiste avec elle, l'intelligence artificielle propose et l'avocat dispose. Alors, merci pour cette première question. Donc, deuxième question. À l'issue des chantiers de la collaboration, nous avons vu qu'il y avait des tensions sur le marché de le recrutement des avocats collaborateurs. Il y a des secteurs, il y a des spécialités où tous les collaborateurs se précipitent, il y a des cabinets où tout le monde se précipite, et puis à contrario, il y a des spécialités qui sont tout à fait intéressantes et qui fournissent beaucoup de travail, et là, il n'y a pas de collaborateurs, tout comme il y a des cabinets qui ont mal fois recruté. Donc, quelles sont vos solutions pour trouver une véritable adéquation entre dans le recrutement des collaborateurs, entre les collaborateurs, ce qu'ils veulent, et les besoins des cabinets? Alors, Frédéric. Alors déjà, moi, il y a un projet de loi qui prévoit que pour passer le CRSPA, il faudra un Master 2. Et je pense que là-dessus, la profession doit se mobiliser contre ce projet de loi, parce que justement, alors qu'on cherche des avocats collaborateurs, je pense que ça va encore fermer le robinet des avocats collaborateurs. Voilà, après, chacun choisit sa spécialité pénale, sociale, publique. Je pense qu'après, c'est au cabinet, voilà, d'être attractif et d'essayer de voilà, se vendre auprès des avocats collaborateurs. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes veulent faire du pénal, alors qu'il n'y a pas énormément de cabinets, et très peu veulent faire du droit public alors qu'il y a d'énormes débouchés, quoi. Mais je crois que la première chose, là, le plus urgent, c'est de lutter contre ce projet de loi, et ça va encore, moi, nous foutre dans la merde, parce qu'il y aura beaucoup moins d'avocats collaborateurs. Et ça va, et je pense que c'est pas une sélection par le meilleur plus jeune, je pense pas que ça soit la solution pour la profession. Oui, il est clair qu'on a un problème d'attractivité de la profession. Elle ne fait plus rêver les jeunes générations qui veulent plus d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je crois qu'il faut qu'on travaille, mais on le fait depuis des années, mais travaille sur le contrat de collaboration qui ne me semble plus adapté comme il est. Commençons peut-être par ce que nous proposons nous, c'est-à-dire une garantie perte d'emploi à la fin de notre mandat, qui permettra peut-être à la nouvelle génération de penser que cette profession doit être dynamique et flamboyante. C'est une question délicate que vous posez là, et je ne suis pas sûr que ce soit totalement à la main du bâtonnier. Parce que c'est toute la problématique des études universitaires et de leur adéquation avec les besoins aujourd'hui de notre profession. En tout cas, c'est une vraie réalité comme question que vous posez. Je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de Frédéric. Je pense que s'opposer à cette loi n'a guère de sens. On a plus de 80% des étudiants qui ont un Master 2. Donc, à mon avis, ce n'est pas la problématique. Par contre, la problématique de l'attractivité de notre profession, oui, ça, c'en est une. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un peu un audit des besoins, de voir quels sont les domaines d'activité dans lesquels nous avons besoin de collaboratrices et de collaborateurs, et prendre certainement en considération, et c'est avec Mathilde, on a reçu cette parole,
manifestement, nous avons des grands pans où les étudiants ont toujours très envie d'aller. Le pénal continue à beaucoup attirer. Par contre, des domaines beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus techniques sont... nous n'avons pas les bonnes formations. Moi, en droit pharmaceutique, j'ai des gens qui sont très formés sur la question de la responsabilité médicale. C'est dommage, je préférerais qu'ils soient formés sur les questions de structure d'exercice des professionnels libéraux. Donc la question du jeune barreau et de la CE Jeune Avocat Paris, c'est donc le contrat de collaboration est un contrat transitoire. Il a pour but de former un entrepreneur, de lui permettre de développer sa clientèle. Et donc la question c'est comment on peut favoriser l'esprit entrepreneurial dans l'exécution du contrat de collaboration par les cabinets. Et donc c'est à Xavier Chilou de prendre la parole en premier. Oui, merci pour cette question très intéressante. Nous, notre constat, c'était que le contrat de collaboration n'était pas forcément en adéquation avec la pratique à Paris, dans laquelle il y a 13 000 collaborateurs et ils n'ont pas tous vocation, ce qui n'est pas le cas forcément en province, à s'installer. Là, vous me posez la question inverse, vous me dites comment on favorise l'installation. Déjà, le contrat, en favorisant le développement de la clientèle personnelle, ça c'est sûr, et en permettant aux collaborateurs d'être soit associés à la structure, soit de pouvoir s'installer. Ça, c'est évident. Bien à nouveau, excellente question très très pertinente en effet. Et j'ai envie de rajouter comment devenir entrepreneur, mais on peut devenir entrepreneur en montant sa structure ou bien en devenant associé dans un cabinet. Et c'est aussi une marche qui est une marche difficile à monter. Moi, j'ai trouvé que c'était une des marches les plus compliquées et on n'y est pas préparé, donc il faut y être. Et ça passe déjà par la formation initiale au sein de l'EFB. Il faut apprendre les questions de management, il faut apprendre comment fonctionne un cabinet, il faut apprendre comment se constitue un cabinet, il faut apprendre comment un honoraire peut se calculer, quelles sont les charges que l'on met dans un honoraire, et il faut accompagner le jeune qui souhaite entreprendre et créer sa propre structure. Dans notre programme Agir, nous avons toute une partie sur ce point-là, avec ce qu'on a appelé un board de l'installation. Alors, pour permettre aux jeunes de développer, de se mettre à leur compte ou de s'associer, je pense qu'il faut peut-être faire mieux connaître le barreau entrepreneurial et développer le barreau entrepreneurial. Je sais, moi-même, je l'ai utilisé notamment pour créer Macellarn. C'est vrai que sans le barreau entrepreneurial, j'aurais peut-être pas Macellarn aujourd'hui. Autre chose, nous proposons un rendez-vous trimestriel où tous les avocats du barreau seraient là pour échanger, pour recruter un collaborateur, recruter un associé, vendre son cabinet. Et je pense qu'il n'y a pas de rendez-vous, une sorte de... Dans les startups, ils appelaient ça c'était un rendez-vous le mardi soir, et voilà, tous les gens des startups se rencontraient. Donc on devrait faire ça pour le barreau de Paris. Il n'y a plus de lien, même au barreau entrepreneurial, c'est que, malheureusement, les 3/4 du temps, c'est que en vidéo. Donc il faut créer du lien, et il y a un rendez-vous, là par exemple, on pourrait faire un rendez-vous, là, tous les mardis ou les jeudis soirs, pour justement que les confrères se rencontrent, les confrères qui veulent faire du business ensemble, créer leur cabinet, s'associer, recruter un collab. Et ça, le barreau de Paris ne le fait pas, c'est dommage. Et donc, nous le proposons. Alors, Laura. Une autre question de la CEJA, Paris. La question, c'est sur la formation initiale. Donc, c'est assez controversé. Il y a beaucoup d'élèves avocats qui arrivent à l'école en ayant déjà une idée un peu faite que ça ne va pas leur apporter grand-chose et qu'ils ils vont revoir des choses qu'ils ont déjà vues dans leur master précédemment. Donc, la question, c'est comment rendre plus attractif la formation initiale. Alors, c'était Olivier.
Alors tout d'abord, un petit rappel, c'est que c'est pas complètement à la main du bâtonnier, mais on va être tous d'accord dans cette salle pour dire que, quelle que soit notre génération, on n'a pas été très heureux de l'enseignement que nous avons reçu à l'EFB, et nous entendons encore aujourd'hui pas mal de critiques. Alors, Aliénor va me jeter des regards épouvantables quand je vais lui dire qu'il faut absolument professionnaliser, qu'il y a beaucoup trop d'intervenants à l'EFB, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut adapter là aussi la formation à ce que nous souhaitons, ce que nous attendons dans les cabinets d'affaires et dans les cabinets d'avocats, pardon. Et là, je reprendrai ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui concerne les structures d'exercice, le management, etc., etc. Et puis la déontologie. La déontologie, elle doit être enseignée d'une manière beaucoup plus proactive, c'est-à-dire que la règle, il faut lui redonner son sens et l'expliquer véritablement. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que cela soit fait. En tout cas, ça ne remplit pas les attentes des étudiants, donc il faut le repenser. Vous savez qu'il y a une proposition aujourd'hui non pas de modification de l'EFB. J'ai terminé, je passe la parole à Xavier. En tout cas, sous la forme d'un contrat d'apprentissage, il faut regarder ça de près pour savoir si ce n'est pas une voie intéressante pour notre profession et le jeune barreau. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Olivier, parce qu'on est tous d'accord au fur et à mesure de nos présentations, à part Aliénor, sur la formation initiale qui ne nous semble pas satisfaisante, enfin pas totalement satisfaisante. On n'a pas la main dessus, parce que vous savez que c'est le CNB qui a la main sur la formation, mais il est évident que dans le contenu des programmes, il faut travailler plus sur le pratique. La déontologie, c'est évident. On sait, on a vu avec Valérie que le management était enseigné en vidéo, c'est pas possible, en visio, et le management doit être enseigné en présentiel. Il faut beaucoup plus travailler pour que les étudiants qui sortent et appartiennent à une profession se sentent appartenir à une profession. Moi, je suis beaucoup intervenu au barreau sur l'accès dérogatoire, et je reçois beaucoup de gens qui viennent d'Espagne, de Bruxelles, d'Angleterre, et on s'aperçoit que la formation, c'est des gens qui sont très jeunes, ils ont souvent le même âge que ceux qui sortent du CAPA, ils ont 1 an de formation, ils ont une formation où ils sont pris dans les cabinets d'affaires avec une autre formation que notre école, donc ça nous donne à réfléchir. Donc pour moi, à l'EFB, il faut faire de la déonto, de la gestion de cabinet et du foisonnement. Le reste, ça sert à rien. Moi, je partage mon bureau avec une élève avocate et je lui demande tous les jours, mais qu'est-ce que tu as fait, quel cours tu as eu. Bon, elle est spécialisée en droit du travail, elle a le DPRT d'Assas, mais voilà, elle est hallucinée par ce qu'elle fait. Alors, je rassure Aliénor, certaines formations, elle les trouve très bien, d'autres moins bien, mais je pense qu'il faut aller sur la déonto, le foisonnement, qui est une bonne chose quand même, et puis la gestion de cabinet, et la réduire peut-être à 2 ou 3 mois maximum, et le reste en stage. Alors en revanche, un point très important, il faut augmenter la rémunération des élèves avocats. C'est pas digne du barreau de Paris de rémunérer à temps plein des élèves avocats à 600 €. Ça, c'est plus possible, quoi. Là, il y a des cabinets qui abusent, et il faut se rapprocher au maximum du SMIC. Merci Frédéric. Nous allons terminer cette première table ronde. Je vais passer la parole à Barthélémy et à Manuel. Excellent. Ils vont organiser le deuxième tableau. Merci beaucoup, Caroline. Vous êtes remerciée. Merci beaucoup. Et donc, alors, pardonnez-moi, messieurs, mais en fait, la deuxième table ronde sera un débat de bâtonnière. Alors, justement, c'est intéressant. Donc, le tirage au sort par des mains tout à fait innocentes. Et le 3. Mathilde Joanneau. Benjamin Fiedler. Christine Marron, mais
Et Christine Marant. Eh bien, Christine Marant n'est pas présente, malheureusement. Vous êtes que deux. Ah, si. Mais non, parce que... Ce sera pareil. Ah oui, ça sera pareil. Je pense que tu peux faire un troisième tour. Ah oui, on peut. Comme ça lui laisse une chose d'arriver. Valérie. Alors, mesdames, merci beaucoup de votre présence. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour cette deuxième table ronde de débat, puisque c'est le format qu'on a souhaité pour vous sortir un petit peu, effectivement, comme l'a dit Caroline, de vos habitudes et des présentations qui sont faites en général dans les cabinets que vous maîtrisez parfaitement. Et donc, pour cette deuxième table ronde, nous avons choisi avec Manuel le thème économie, financement, développement des cabinets, trésorerie, entrepreneuriat, activité, innovation, etc. Et donc, ce thème qui est extrêmement important, qui pose la question d'ailleurs de savoir si l'ordre doit-il et même peut-il vraiment s'immiscer dans la gestion des cabinets. On va commencer tout de suite par une question qui concerne en fait la nature même des clients dans le cadre des tiers financeurs de procès, qui est une pratique qui se développe. Vous savez qu'il y a une directive qui est actuellement en préparation. Et la question qu'on aura envie de vous poser, c'est de savoir si, quand il y a un tiers financeur de procès, le client est-il toujours le client ou est-ce que le tiers financeur de procès va-t-il remplacer le client? Et je donne la parole à Valérie Rosado. Qui s'empresse de répondre parce que comme elle est avocate de compagnie d'assurance, elle est souvent avec effectivement des compagnies qui ont la main, qui deviennent les dominus litis en réalité. Hein. C'est un vrai sujet. Alors après, moi je défends quand même souvent, je défends le client directement et dans ces cas-là, j'ai quand même tendance à prendre attache avec lui puisque c'est quand même lui qui est le cœur du dossier, notamment quand c'est de l'ERC. Après, je soumets tout à mon assureur, qui n'est pas le mien, mais qui est le sien. Bon, c'est un sujet, cela étant, je pense qu'il faut que l'avocat sache faire la part des choses entre l'intérêt de la compagnie et l'intérêt du client. Après, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce qui me gêne le plus dans le rôle des assureurs, c'est qu'ils viennent vous dire vous êtes tarifé. C'est ça qui me gêne le plus. Parce que quand vous avez un dossier à 800 € devant le TJ, inutile de vous dire que vous préféreriez avoir le vrai client en face. Après, une fois encore, je pense que c'est à l'avocat de faire la part des choses entre le rôle de l'assureur et le rôle du client. Pour moi, l'assureur, c'est pas mon client. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer du coup aussi bien dans l'assurance que dans le tiers financeur de procès, le fonds d'investissement qui vient financer un procès contre l'organisation. Au final, je prends l'assurance parce que c'est un sujet que je maîtrise, mais c'est exactement la même chose avec les autres. Benjamin Fiedler. Merci. Moi, je ne suis pas confrontée directement à ce sujet-là, mais je pense que c'est dans ces situations-là, justement, que l'avocat doit réfléchir avec discernement à l'application des principes essentiels de notre profession. C'est-à-dire le client, c'est le client. Donc, la difficulté de l'exercice, c'est de ne pas laisser le financeur, le tiers financeur, s'immiscer dans le procès. Le secret professionnel doit être respecté, dans mon sens. Et la loyauté s'applique de manière, elle s'applique de manière pleine et entière vis-à-vis du client, qui doit rester le client. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Alors moi je fais du droit de la famille, donc le tiers financeur en droit de la famille, ça peut être les parents de ma cliente ou de mon client. Mais c'est vrai que après tout, la règle s'applique de la même façon pour tout le monde, c'est-à-dire on défend les intérêts d'un client ou d'une cliente, on accepte que les honoraires soient pris en charge par un tiers, ça c'est pas interdit, mais attention au conseil, à qui on va le donner
et quel est l'intérêt du client. Justement, dans mon exemple, ce n'est pas forcément l'intérêt des parents de voir telle ou telle décision prise en fonction de la cliente que vous avez ou le client que vous avez en face de vous. Et puis, les choses ne sont pas dites forcément au sein du cabinet de la même façon par celui qui est directement concerné ou son proche qui va financer sa procédure. Alors pour des procès plus amples, plus sérieux, sur le financement du procès, encore une fois, ce n'est pas une règle qui nous est interdite, mais je la trouve dangereuse, notamment pour garder toute son objectivité sur l'intérêt qu'on a à défendre dans le cadre de la procédure, puisqu'il s'agit bien d'un procès dont on parle. Voilà. Merci beaucoup. Alors toujours sur la question de la gestion du cabinet et surtout de l'économie de nos cabinets, c'est vrai qu'il y a une question qui traverse un petit peu en ce moment les débats, qui est celle en fait, du financement de nos activités, puisqu'au démarrage, on a, c'est vrai, un capital humain, donc quelque part il suffit d'une table, d'un ordinateur et d'une chaise et on peut commencer à travailler, mais on voit bien qu'en fait les besoins de structuration sont de plus en plus importants, que les équipes support dans les cabinets et que les obligations des avocats sont de plus en plus lourdes. Et donc la question c'est, est-ce que ce financement, d'après vous, peut passer par l'ouverture des capitaux des cabinets d'avocats, et si oui, pourquoi et comment? Et je propose de répondre d'abord par Madame Mathilde Joanneau. Alors, j'avoue que ce n'est pas mon sujet de prédilection. C'est un sujet qui est souvent porté par Olivier. Dans notre programme, nous sommes pour qu'il y ait des financements extérieurs dans les structures d'avocats, parce que je pense que l'organisation des structures telle qu'elle est aujourd'hui et le besoin de financement de nos cabinets, notamment avec les nouveaux outils technologiques. On a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, il va falloir financer tout ça. Donc pour financer tout ça, je pense qu'on aura besoin de capitaux qui ne sont pas forcément que des capitaux de professionnels avocats. Maintenant, je pense que du coup, l'ordre a peut-être un intérêt particulier dans la question. Je sais que tout ça dépend aussi de directives européennes, j'ai bien conscience de tout ça, mais sur la réflexion philosophique, je pense que l'ordre pourrait aussi avoir une exigence particulière sur le contrôle de justement la structuration financière des cabinets dans l'imposition. Merci beaucoup. Valérie Rosano. Alors, j'aurais bien fait Georges Marchais, vous voyez, c'est pas ma question, mais c'est ma réponse. ça s'adresse aux plus anciens. Pardon. Je suis un peu très vieille. Oui, mais bon, en tout cas. Globalement, je suis assez d'accord avec Mathilde sur ce qui vient d'être dit. Je crois que le vrai souci, en réalité, ça va être l'indépendance. Et c'est là où le barreau de Paris, effectivement, aura un rôle à jouer pour garantir cette indépendance. J'ai fait bref. Non, mais en fait, la question, elle peut être posée de différentes manières et concerner surtout plusieurs situations d'avocats. Pourquoi exclure, par exemple, le financement par la famille d'un jeune avocat qui s'installe, voilà, et qui demande à sa grand-mère, au lieu d'aller à la banque pour souscrire un emprunt, il demande à sa grand-mère de contribuer au démarrage de son activité. La grand-mère ne demandera pas grand-chose en retour. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui pourrait se faire, pourquoi pas, ça se fait d'ailleurs peut-être déjà, mais c'est un coup de booster qui serait non négligeable. Ensuite, il y a le financement plus structuré des cabinets. La question de l'arrivée d'un tiers au capital, ça c'est vraiment un sujet, il faudrait, à mon sens, faire une étude d'impact. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le financement par un tiers ne pourrait constituer qu'une partie minoritaire. À ce stade, je ne vois pas comment on pourrait accepter, nous avocats, d'être contrôlés de manière majoritaire par un tiers non-avocat. Donc il y a une réflexion aussi à mener sur si on ouvrait cette possibilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans quelles conditions ça se ferait précisément pour préserver l'indépendance de l'avocat sur ses décisions et sur la conduite des affaires. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors peut-être juste sur cette question, un exemple, je veux dire pratique. Donc l'ouverture des capitaux, on le fait. Il y a un capital minoritaire, on a compris. Le contrôle est toujours fait par l'avocat. Et puis en fait, à l'Assemblée générale,
l'associé minoritaire, qui, je ne sais pas, une banque, un fonds d'investissement ou un assureur, demande en fait avoir la liste de tous les dossiers qui ont été traités pour savoir si c'est bien géré et savoir si en fait on n'a pris que des dossiers bien rentables. En fait, c'est un sujet de gouvernance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on explore cette piste, ça c'est un vrai travail de définir ce que doit être la gouvernance de ces cabinets qui sont financés par des tiers. Donc, et c'est là où on peut avoir, en tout cas l'ordre et les professionnels de manière générale pourraient avoir une réflexion extrêmement intéressante sur ce que pourrait finalement, quels seraient les droits d'un actionnaire minoritaire. Donc là, je pense qu'il faudrait être assez créatif par rapport aux droits des sociétés, mais en tout cas, il me paraît évident qu'il faudrait poser un certain nombre de limites. Créatif veut dire restrictif. Créatif et restrictif, mais l'un n'exclut pas l'autre. Valérie Rosado ? Il y a le secret professionnel, qui est juste le sujet qui me gêne dans l'histoire. Parce que un tiers qui aurait accès à des dossiers, ça me paraît pas possible. Après, c'est un peu comme la facturation électronique là, qui va nous tomber dessus bientôt, où en fait le fisc n'aura que certaines informations et pas le reste. Il faut peut-être s'inspirer de ça. Il faut y réfléchir en tout cas, mais c'est un vrai sujet, très professionnel. Mathilde Janot ? Oui, tout à fait d'accord avec mes deux débattrices. Évidemment, secret professionnel. Donc, c'est à mon avis la condition sine qua non pour celui qui va décider d'apporter des capitaux, c'est de savoir que justement, il n'aura pas accès à ces dossiers et au nom des clients et des affaires en cours. Après, évidemment, la publicité de certains cabinets fait elle-même publicité de ses clients. Donc, on sait que certains cabinets ont tel client ou telle société comme cliente, ce qui peut attirer des capitaux et des apporteurs de financement. Donc, mais évidemment, pas de liste de dossiers à transmettre, évidemment. Très bien. Et je passe maintenant la question à Manuel pour la question de la CEJ1. Merci, bonjour à tous. J'ai la chance d'avoir grandi dans une génération d'avocats où on se pose plus la question de savoir si l'avocat peut être un entrepreneur. Donc j'ai lu vos programmes, je suis très content, tout le monde le met plus ou moins que l'avocat est un entrepreneur. C'est parfait. J'ai vu aussi que beaucoup d'entre vous, notamment deux à cette table, font des propositions sur l'apport d'affaires, moderniser l'apport d'affaires, donc on peut moderniser la déontologie, c'est super aussi. Maintenant, notre question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin, et en réalité, à l'exception de l'apport d'affaires sur lequel vous êtes à peu près tous d'accord, et même notre bâtonnière est d'accord, quel point de la déontologie pourrait être modernisé pour permettre à la déontologie d'être un vrai apport concurrentiel, d'être un vrai canaliseur à l'entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes confrères qui cherchent des dossiers, pour les jeunes confrères qui s'installent. J'ai pas vu beaucoup de choses dans le programme, donc j'espère pouvoir avoir des propositions nouvelles là-dessus, s'il vous plaît, et je crois que la parole est à Virginie Fielder. Avec toi. Alors écoutez, là aussi, il va falloir être créatif. Enfin, en tout cas, sur l'apport d'affaires, effectivement, on est tous d'accord, sauf qu'on est plus sur un honoraire de présentation qu'à l'apport d'affaires à proprement parler. Mais bon, déjà, c'est pas gagné, donc il faut une approche quand même assez modeste sur le sujet, sur qu'est-ce qui pourrait être modifié. Peut-être certaines contraintes sur la communication, la publicité. Je comprends de ce que je vois sur les réseaux sociaux que ça ne pose pas grande difficulté à un certain nombre de confrères, mais peut-être que c'est un sujet qu'il faudrait libérer aussi un petit peu plus pour que les jeunes entrepreneurs que sont les avocats puissent avoir un peu plus d'espace pour se présenter et voilà, et gagner de nouveaux clients. Merci. Valérie Rosado. J'allais dire la même chose. Ouais, non, c'est vrai que la publicité, c'est un vrai sujet. Avec les réseaux sociaux, il faut effectivement peut-être modifier certaines règles déontologiques. Après, moi je dirais aux jeunes confrères d'être créatifs pour se trouver de la clientèle. Je crois que quand vous n'avez pas eu la chance d'hériter d'un cabinet, on a tous été un peu créatifs pour dégoter des clients. Et je pense qu'il y a un vrai marché pour les jeunes.
Ça passe aussi par de nouvelles activités aussi peut-être. Hein. C'est pas parce que je suis médiateur, mais la médiation c'est un sujet qui nous permet aussi de développer des marchés. Donc il n'y a pas que la déontologie, il y a aussi la créativité du jeune avocat qui doit pouvoir trouver d'autres marchés. Surtout avec l'intelligence artificielle qui est mon dada, mais parce que c'est pas moi qui ai eu la question, je le cite pas. Merci Mathilde Vanneau. Je vois qu'on botte en touche un peu, non? Pas du tout, il faut être créatif. Alors, non, comme ça, à brûle pour point, pour répondre à votre question, ce qui me vient à l'esprit, c'est, vous l'avez compris, on réfléchit en effet sur la possibilité de rémunérer celui qui apporte une affaire. Déjà, est-ce que c'est un avocat qui apporte une affaire? Est-ce que c'est un collaborateur qui apporte une affaire? Donc, la question va se poser du collaborateur qui va apporter un gros dossier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réfléchit sur une nouvelle rémunération? Est-ce qu'on fait une règle homogène ou une règle différente entre collaborateurs ou avocats d'un autre cabinet? Comment aussi on va rémunérer celui qui n'est pas avocat et qui va vous apporter une affaire? Donc ça, à mon avis, on a des règles déontologiques. Sur l'apport d'affaires, j'ai lu votre programme, j'ai tout compris, et je pense que tout le monde ici. Non, vraiment, hors rapport d'affaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quoi? En dehors de l'apport d'affaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Tu votes en touche? Non, justement, c'est la question, l'apport d'affaires. Non, justement, à l'exception de l'apport d'affaires. Ah, pardon, alors on n'est pas candidat. À l'exception de l'apport d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire? L'apport en industrie, on peut réfléchir aussi sur un travail commun dans un dossier. Comment rémunérer ce travail commun, c'est-à-dire qu'on peut avoir un avocat qui vous dit j'ai besoin de toi, mais je veux quand même apparaître dans ce dossier. Donc c'est pas une délégation totale de l'affaire, mais une collaboration. Sur le partage d'honoraires. Ouais, exactement. En fonction évidemment d'un contrat au départ qui définit bien la part de chacun dans le traitement du dossier ou le traitement du conseil. Pour moi, c'est tout à fait possible. On va terminer la table ronde là-dessus. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Caroline depuis Ségur et Laura Lancini pour la deuxième table ronde de bâtonnier. Donc Carbon de 16, Laurent Loiseau de Garnison et Pierre Oxon. Il y a celui-ci qui marche déjà. Caroline, si tu utilises celui-là, ça marche. Vous pouvez pas. Comme ça, le plus vite. Donc, troisième table ronde. Troisième table ronde. Et vous connaissez tous l'importance des réseaux sociaux, du espèce de tribunal médiatique auquel on assiste parfois. Je vais vous poser une question qui va peut-être un peu vous paraître bizarre, mais faut-il présumer coupable l'auteur du harcèlement? Et à votre avis, faut-il prendre des sanctions hors légales immédiatement? Alors, je vais donner la parole à Pierre. Alors, d'abord, il y a une question sur la présentation en matière à l'EFB. D'abord, on a dans notre programme des choses pour parler à la télévision, parce que c'est un sujet aussi sur le secret professionnel, on m'entend bien, qui est important sur le secret professionnel. Ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce qu'on doit dire à la télé ou s'exprimer. Et donc ça, on parlait de l'EFB tout à l'heure, en termes de formation, c'est un sujet. Et sur la règle du secret professionnel à la télévision, parce qu'à un moment, on a tendance à commenter des dossiers. Alors, il y a deux sujets. Il y a la problématique du secret professionnel, où on est finalement le gardien du secret professionnel, et paradoxalement, il y a la difficulté finalement d'affaires médiatiques, où l'ordre doit prendre des décisions. Dans notre programme, alors excusez-moi de parler du programme, mais nous avons la question du signalement externe qui permet finalement de retourner à la maison sans forcément dénoncer publiquement, et ça c'est important. Voilà le sujet. Et d'ailleurs aujourd'hui, pourquoi on ne retourne pas à l'ordre et pourquoi on a de moins en moins confiance, et on préfère faire justement balance ton câble ou AB libération. Comment on retourne à la maison? Moi, je pense que ce sujet du signalement externe est quelque chose de fondamental et qui est dans notre programme pour justement redonner cette confiance sans forcément dénoncer et à l'ordre de traiter dans le respect de nos principes essentiels. Merci. Carbon.
Bonsoir à tous, merci du temps que vous nous accordez. D'abord, je trouve que la formulation de la question est intéressante. C'est faut-il présumer innocent ou présumer coupable, ce qui revient au même, c'est simplement un effet miroir, l'auteur d'un harcèlement. La question me paraît poser un petit problème. Si c'est l'auteur d'un harcèlement, il n'y a plus de présomption. Donc moi, je parlerai plutôt de mise en cause. La deuxième chose, c'est le lien avec le tribunal médiatique, mais ce n'est pas la seule question. Tribunal médiatique, on en a tous la même considération, mais si on s'intéresse plus aux réseaux sociaux qu'aux médias télévisés, à ce moment-là, il y a une question dans la question, c'est est-ce qu'il est normal qu'un avocat s'exprime sous anonymat? Voilà, c'est ça le vrai sujet, en l'espèce. Est-ce que nous acceptons, dans nos traditions, dans notre corpus juridique, dans nos valeurs essentielles, l'expression sous anonymat sur les réseaux sociaux, dans toute matière, pas uniquement de harcèlement? Alors ça, c'est une réflexion qui doit être menée. Dernier point, est-ce que c'est à l'ordre d'intervenir en matière de harcèlement? C'est-à-dire, j'ai un associé harceleur dans un cabinet, j'ai la déclaration d'une collaboratrice sur un incident majeur qui vient de se dérouler, par exemple un attouchement. Est-ce que je dois immédiatement prendre des mesures conservatoires? Eh bien, la question que vous posez, en réalité, c'est à qui revient-il de prendre des mesures conservatoires? Est-ce à l'ordre ou est-ce au cabinet? Ben, moi, je pense que c'est au cabinet. Voilà. Et l'ordre intervient dans un deuxième temps. L'ordre intervient en matière d'arbitrage de ce contentieux. La philosophie que nous défendons, Benjamin et moi, c'est que, on fait confiance aux avocats, donc à la gestion de tout problème et donc de toute crise au sein d'un cabinet. Et dans un deuxième temps, nous intervenons sur le volet des sanctions une fois que le harcèlement est avéré. Merci Caron. Laurent? Oui, merci Caroline pour ta question. Donc deux volets dans ta question. Comme le disait Carbon, le renversement de la formule sur la présomption de culpabilité ou la présomption d'innocence dans le cadre d'un harcèlement, et ensuite les conséquences à en tirer au plan de l'ordre ou sur la proposition qui vient d'être faite du cabinet pour le sanctionner. Quand on est avocat, on n'abandonne pas ses principes, même pour une formule. Et donc, la présomption d'innocence, elle doit innerver l'ensemble de nos réflexions, que l'on soit avocat, que l'on soit dans un cadre réflexif de procédure disciplinaire, que l'on soit à l'ordre ou que l'on soit à son cabinet. Donc, il est impossible de se départir de cette notion fondamentale. C'est une notion qui est inscrite dans notre code de procédure pénale, c'est une notion constitutionnelle et c'est une notion supraconstitutionnelle. Donc, s'il y avait bien quelque chose qui fait partie de notre ADN d'avocat, c'est vraiment la présomption d'innocence. Donc la présomption de culpabilité, non seulement elle n'est pas envisageable pour les avocats, mais elle est parfaitement néfaste et elle est contraire à tout ce qu'on a toujours soutenu de toute éternité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tu poses la question du harcèlement. Mais le harcèlement, il y a des causes et conditions pour son engagement. Qu'on soit en matière civile ou en matière pénale, il n'est pas autodéclaratoire, le harcèlement. Donc moi, les évidences qui viennent d'être assénées en disant « mais de toute façon, regardez, parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'immédiateté. L'immédiateté se transforme en réalité et la réalité en culpabilité. » Ça m'agace profondément, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on dénonce nous tous, tous les jours. C'est l'absence de temps de réflexion, c'est l'absence de recul, c'est l'absence d'analyse. Si on se jette à corps perdu dans ce forme d'exercice dans laquelle il faut absolument qu'on réponde à l'injonction contradictoire, qu'est-ce qu'on fait quand on constate quelque chose et est-ce qu'on doit immédiatement condamner? À ce moment-là, on se prend les pieds dans le tapis. C'est à ce moment-là que ça pose une véritable difficulté. Donc non, à l'évidence, l'ensemble de notre travail et de notre démarche en tant qu'avocat, c'est précisément de réinscrire notre réflexion dans le temps long. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, qui est extrêmement synthétique. La deuxième observation, c'est sur les sanctions à apporter. C'est pas dans ton intérêt, c'est trop long. Non, mais juste extrêmement rapidement, sur les sanctions à apporter, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Carbon, parce que pour moi, le disciplinaire, c'est pas du tout du ressort du cabinet. Le disciplinaire, c'est éminemment une fonction régalienne et éminemment une fonction du bâtonnier et du conseil de l'ordre. C'est pas au cabinet de se faire justice, parce que la justice, elle peut être extrêmement partagée. Moi, en tant qu'autorité de poursuite, j'ai connu des dossiers dans lesquels le cabinet était impliqué en termes de responsabilité civile sur des harcèlements et discriminations vis-à-vis de collaborateurs. Donc, je ne crois pas que ce soit au cabinet de se faire justice. C'est au bâtonnier d'ouvrir des poursuites et c'est au conseil de l'ordre de prononcer des décisions disciplinaires. Merci Florent. Alors, on va aller encore plus précisément, puisque nous sommes dans des cas pratiques. Donc, imaginez que vous êtes l'avocat d'un avocat victime de harcèlement.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace? C'est de saisir le juge pénal ou c'est d'être devant le Conseil de l'ordre et donc d'être dans le cadre des procédures ordinales? Et est-ce que vous pouvez justifier votre choix? Alors, on va donner la parole à Pardon. Pardon, mais je saisis mal le côté Unavia Electa de ta question. Je suis désolé, hein, c'est pas contre toi, mais entre la présomption de culpabilité et cette formule binaire, moi je vais taper la surface solvable, tu vois. Et avec le meilleur moyen. Et on oublie une troisième voie, c'est qu'il y a aussi un arbitrage du bâtonnier qui a obéi à un volet financier, hein, et qu'on peut demander aussi un certain nombre de procédures immédiatement sans attendre la fin du premier arbitrage. Et ça, c'est une voie qui est insuffisamment explorée en général, alors qu'elle est parfaitement intéressante. Donc, une de nos consoeurs, un de mes confrères, me fait l'honneur de me choisir pour le défendre dans le cadre du drame qu'il vit. Je ne me retiens de rien et j'exploite toutes les voies. D'accord, très bien. Alors, Florent, en 2 mots. Ça va être extrêmement facile. Non, en réalité, la question que tu soulèves, c'est la question de la litispendance des 2 procédures et de l'éventuel sursis à statuer d'une procédure sur l'autre. C'est une question. Que tu choisis? En fait, tu choisis jamais, parce que c'est la qualification des faits en matière disciplinaire n'a rien à voir avec la qualification des faits en matière pénale. La qualification des faits en matière pénale, c'est le fait d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire la violation d'une norme d'origine pénale constituée dans ses faits matériels et moraux. Le principe du disciplinaire est très simple, l'article 183 du décret nous le dit, hein, c'est toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles. Donc, il se peut parfaitement qu'on ait une infraction pénale, une infraction disciplinaire, ou qu'on ait l'une ou l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme d'alternative entre les deux. Et tu parlais de possibilités. Je rappelle aussi qu'il y a une possibilité qui est ouverte à nos confrères et qui ne cesse d'utiliser, c'est la saisine du défenseur des droits. Quand un certain nombre de gens considèrent qu'ils sont peu défendus, mal défendus, insuffisamment défendus, ils saisissent le défenseur des droits précisément dans ce type de situation. Donc, pour répondre très directement à ta question, moi je saisirais évidemment les 2, puisque, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des faits qui sont allégués, qui sont forcément constitués, mais seule une instruction dans un cadre pénal et dans un cadre disciplinaire permettra de faire le clair sur ces questions-là. Merci, Florent. Je suis vraiment navré, je vais être bref. Je vais utiliser toutes les options. Tu m'en offres 2, j'utilise les 2 options. Je suis avocat, je vois dans l'intérêt de mon client, tout faire pour l'aider. Et donc, je tape partout, là où il faut aller. D'accord, c'est parfait. Alors, je vais passer la parole à Laura, et si on a le temps, pour une dernière question. Alors, on est sur le thème égalité et discrimination. Et vous savez que maintenant, les femmes représentent la majorité du barreau et de la profession. Et les nouvelles générations donc, sont de plus en plus féminines. Et nous pouvons constater, tout le monde a constaté qu'il n'y a que des candidats bâtonniers dans cette campagne et des candidates vice-bâtonnières. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'à votre avis, il manque quelque chose aux femmes pour occuper des postes à responsabilité? Alors, Florent. Alors, l'histoire nous enseigne qu'il ne manque rien, puisque nous sommes actuellement sous le mandat d'une bâtonnière. Et donc, je ne crois pas qu'il manque quoi que ce soit. La véritable question que vous posez, c'est est-ce qu'il revient au candidat actuel de décider d'autres candidatures? C'est-à-dire que nous, en tant que candidats, ce n'est pas nous qui décidons de qui va se présenter. Et qui va porter quel sexe dans le cadre de sa candidature. Donc, j'ai envie de vous dire, nous, on est un peu démunis face à votre question, parce que c'est pas à nous de décider qui doit se présenter ou qui ne doit pas se présenter. Il aurait certainement été mieux, j'en conviens, pour un débat pleinement démocratique et représentatif que des femmes se présentent. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai aucun doute sur le fait que sur éventuellement la prochaine élection, ce soit le cas. Ce que l'on observe traditionnellement, c'est que désormais, depuis Christiane Ferenczi, toutes les femmes qui se présentent
sont élus la première fois de leur présentation et tous les hommes qui se présentent nécessitent une double présentation pour être élus au bâtonnat. Je pense donc qu'elles sont bien défendues, bien représentées. Alors Pierre, vas-y. Écoutez, moi je suis un peu gêné par votre question. On est le premier binôme à s'être présenté il y a maintenant 18 mois. D'abord, j'ai aucune honte à vous dire que jamais j'aurais été candidat si ça n'avait pas été Vanessa Pouzardo, mon binôme. Donc elle et moi, nous ne faisons qu'un. Et s'il fallait inverser les choses, ça aurait pu l'être. La question pour savoir pourquoi c'est moi et pas elle, parce que quand j'ai décidé de me lancer, j'ai été parmi les premiers, elle était tête au Conseil de l'Ordre, et je l'ai convaincue, j'étais peut-être plus libre à ce moment-là, mais pour nous, franchement, ça n'a aucune importance. Alors, Carbon. Bon, Caroline, tu vas voir que les critiques vont être équitablement distribuées, parce que moi, ce qui me surprend dans votre question, c'est qu'elle soit posée à des hommes. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un véritable véhicule sexiste. Ouais, comme si les femmes n'étaient pas capables de vous répondre. Donc, c'est ma première surprise. Cela dit, évidemment, il y a un sous-titre dans votre question. Est-ce que l'égalité professionnelle est une réalité ou pas? Et en réalité, évidemment, qu'il y a une vraie difficulté d'égalité professionnelle à raison du sexe. Je vais vous parler de ce qu'a expérimenté Benjamin Fiedler au sein du cabinet Bird & Bird, dont elle a été l'associée gérante. Elle a mis en place le Women Leading Program, qui est un programme d'excellente facture. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont démystifiables. Et ce programme aide les femmes à démystifier le fait qu'il serait incompatible de mener de concert une vie professionnelle, une vie familiale, une vie personnelle harmonieuse. Et elle y est arrivée puisque ça a permis à beaucoup de collaboratrices de devenir associées de ce cabinet. Eh bien, nous mettrons les bonnes idées de ce programme à la disposition de l'ensemble du barreau de Paris. Merci beaucoup. Donc, on va terminer cette très belle salle. Et je vais donner la parole à Barthélémy. Merci beaucoup. Alors, donc, nous appelons pour la deuxième table ronde de vice-bâtonnière Vanessa Pouzardo, présente. Aliénor Camara-Cavaroc, présente. Et Christine Marant, qui est présente et parmi nous. Alors, notre quatrième et dernier thème est consacré aux questions très importantes de gouvernance, institutions, l'ordre, la régulation, la représentativité, le lobbying au sein du barreau de Paris. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est dans les rapports avec le Conseil national des barreaux, qui est par la loi, par l'effet de la loi, le représentant de la profession auprès des pouvoirs publics, quel peut être le rôle du barreau de Paris? Et même si j'avais envie d'être un petit peu plus piquant, je dirais pourquoi la voix du barreau de Paris n'est-elle pas suffisamment entendue au sein du Conseil national des barreaux? Et je propose immédiatement à Aliénor Camara-Cavaroc de prendre la parole. Oui, super. Merci beaucoup Marc et merci d'être là pour nous entendre. Alors, sur la voix du barreau de Paris au CNB, plus généralement sur la manière dont les institutions fonctionnent vis-à-vis de l'extérieur, en particulier la chancellerie de Bercy, eh bien, le barreau de Paris n'a pas intérêt à prendre le pas sur le CNB. Je veux dire par là que nous sommes une profession qui a trois personnalités qui représentent la profession, le bâtonnier de Paris, le président du CNB et le président de la conférence des bâtonniers. Tant et si bien que lorsque l'on arrive pour négocier quelque chose avec les institutions, il va arriver le village des Gaulois, avec chacun sa position qu'il souhaite être la meilleure, alors que les autres professions sont beaucoup plus fortes, puisqu'il y a un représentant national pour l'ensemble de la profession, et donc évidemment ça donne beaucoup plus de force dans les négociations.
À l'intérieur du CNB, la difficulté, c'est que bien que le barreau de Paris soit le barreau le plus important, il y a un problème de représentativité, puisque nous avons quelques membres de moins que les membres de la province. Donc c'est peut-être sur cette question-là qu'il faudrait jouer sur la gouvernance à l'intérieur du CNB, de sorte que le barreau de Paris soit mieux représenté et pèse un peu plus lourd dans les négociations internes au CNB, de sorte qu'ensuite le président du CNB qui va porter la parole de la profession ait pu avoir l'influence du barreau de Paris. Il y a certaines questions au demeurant qui relèvent très clairement de Paris. Il y avait les LLP, mais pas que, avec le Brexit, pas que, il y a certaines questions évidemment dans lesquelles la voix du barreau de Paris doit être prépondérante, parce que ce sont des questions qui ne concernent que le barreau de Paris ou quasiment que le barreau de Paris. Mais de manière générale, voilà, c'est sur la gouvernance à l'intérieur qu'il faut jouer, de façon à ce que la parole portée à l'extérieur par la profession soit mieux représentative de la parole du barreau de Paris. Merci beaucoup. Vanessa Boussardot. Merci beaucoup Barthélémy. Bonsoir à tous et à toutes. Merci effectivement Barthélémy pour cette question qui est il est vrai, fondamentale. On nous fait en réalité cette réflexion de manière très très fréquente, si ce n'est quotidienne, mais vous, avocats, vous ne savez pas vous faire entendre, ce qui est quand même un paradoxe assez problématique lorsqu'on sait que précisément notre vocation c'est de porter la voix pour les autres, pour les justiciables, pour les tiers, être leur voix. Et pourtant, nous, avocats, on a du mal à faire entendre notre propre voix. C'est quand même un paradoxe, et donc la question est essentielle. Aliénor l'indiquait, en réalité, la problématique, c'est cette gouvernance. Alors, elle est tripartite, elle est à 3 têtes, et effectivement, à 3, c'est souvent compliqué, d'une façon générale dans la vie. Le barreau de Paris, 3, il y en a toujours un de trop, voire 2. En l'occurrence, le trou. En l'occurrence, il est vrai que c'est une vraie problématique. Pour peser face au pouvoir public, évidemment que cette tripartition aide aussi à nous diviser, puisque dans le cadre du lobbying, mais c'est peut-être une question qui interviendra tout à l'heure, évidemment qu'on va nous dire mais le CNB pense différemment, mais la conférence des bâtonniers pense différemment, et puis in fine, le sujet central pour la profession part dans les limbes. Et malheureusement, pour nous, ce n'est pas le cas pour d'autres professionnels qui, eux, savent se faire entendre. On pense aux experts comptables, on pense aux notaires. Donc on est face à une problématique. Que fait-on? Puisque le CNB a vocation évidemment à être notre représentation nationale, mais nous, barreau de Paris, quoi qu'on en dise, nous ne sommes pas n'importe quel barreau. Et de dire ça, ce n'est pas prétentieux. De dire ça, c'est simplement porter la voix de la moitié de la profession. Et c'est un sujet, nous pensons avec Pierre qu'il est, eh bien... Alors, c'est quand même la conclusion, donc j'y viens et je conclus. Merci Louis. Il est essentiel de remonter la place du barreau de Paris pour que celle-ci puisse peser dans les débats et que au CNB, comme ce fut le cas à une époque, eh bien Paris pesait et pouvait faire porter des sujets fondamentaux. Merci beaucoup. Christine Marron. Alors oui, effectivement, cette question est absolument essentielle parce que nous sommes quasiment 34 000 avocats au barreau de Paris, donc nous avons une influence importante, la moitié des avocats de France. Pour autant, c'est pas parce qu'on est 30 000 avocats qu'on peut imposer comme ça par le nombre notre voix. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Anne-Laure. Il faudrait effectivement nous faire entendre davantage dans nos institutions. D'accord, très bien. Et vous avez une idée d'un moyen par lequel justement le barreau de Paris pourrait avoir plus d'influence au sein de nos davantage en pesant davantage dans les institutions. D'accord, très bien. Merci. Je ne pense pas que vous puissiez venir taper du poing sur la table en disant on est la moitié de la profession. Effectivement, vous pouvez toujours l'exprimer, mais ça ne suffira pas. Ok, très bien. Alors, deuxième question, mais qui est un peu justement en droite ligne avec la première, c'est que finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut absolument qu'on soit là, il faut qu'on soit qu'on puisse monter au créneau pour et dans l'intérêt des avocats parisiens. On ne peut pas juste laisser le Conseil national des barreaux gérer en fait la voix de tous les avocats. Il faut que le barreau de Paris soit présent. On a vu aussi que dans vos divers programmes, vous avez un grand nombre de mesures que vous souhaitez mettre en place pour accompagner en fait les avocats du barreau de Paris, que ce soit dans les questions de parentalité, que ce soit justement dans ces questions de lobbying, etc. etc. Et chacun a un grand nombre de projets.
Mais du coup, qui dit grand nombre de projets dit plutôt augmentation des services rendus par le barreau de Paris à ses avocats dans le cadre d'une augmentation déjà du nombre d'avocats. Et donc, est-ce qu'on peut continuer à réduire les dépenses de l'ordre des avocats alors même qu'on propose tous d'augmenter le nombre de services? Et je propose à Christine Marant de répondre en premier à cette question. Alors, comme vous le savez, dans notre programme de campagne, on propose de faire des économies, notamment en internalisant le bulletin du bâtonnier, parce qu'on estime qu'il y a des dépenses qui sont faites de manière un peu inutile. Donc, ce qu'on propose dans notre programme avec Frédéric Schum, c'est de optimiser les cotisations, enfin le budget de l'ordre, pour justement offrir ces services. D'accord. Voilà. Donc, des réductions sur un poste pour pouvoir le redistribuer. Les réaffecter, voilà. L'utiliser de manière intelligente. D'accord, très bien. Aliénor Cabraroc. Oui, alors effectivement, c'est vrai que dans notre programme, on propose de réduire de 10% les cotisations, à l'instar de ce que Marie-Aimée Perron avait mis en place au barreau de Paris. Non, parce que je vois Nathalie Ettas qui dit que c'est faux. Donc, bon. Ok. Et c'est vrai qu'on propose un certain nombre de services, en plus, tu as tout à fait raison. Néanmoins, ce sont essentiellement des choses très faciles à réaliser, qui demandent de restructurer probablement d'une certaine manière les services de l'ordre, qui nécessitent également de faire des choix sur les dépenses qui sont faites par l'ordre. Je pense à certaines dépenses à l'international, par exemple, où il n'est peut-être pas utile que 14 personnes se déplacent pour aller au même endroit et qu'on pourrait utiliser ces fonds pour développer d'autres services. Donc il y a tout un travail de restructuration en fait, et d'études à l'intérieur de l'organisation de l'ordre pour réaffecter les dépenses là où elles seront utiles au quotidien des avocats. Parce que ce qui est assez problématique, c'est quand même que dans les autres professions... Non, dans les autres professions, outre le fait qu'il y ait une voie unique, il y a aussi des services chez les experts comptables, chez les notaires, chez les huissiers, des services de l'ordre au quotidien au profit des professionnels concernés. Donc j'ai du mal à concevoir qu'on puisse continuer à dire que l'ordre ne va continuer qu'à s'occuper des questions réglementaires et tourner vers l'étranger. Et la résolution des problèmes sans s'occuper des avocats quotidiennement. Très bien, merci beaucoup. Vanessa Luxardo. Merci Barthélémy. Pour répondre à ta question, effectivement, avec Pierre Hoffman, nous proposons un certain nombre de mesures qui relèvent effectivement de services, c'est le mot. Proposer des services, ce n'est surtout pas minorer ce qui relève malgré tout de l'essentiel, c'est quand même le régalien, donc je souhaite quand même le préciser. L'ordre, c'est quand même une vocation première d'autorégulation, donc il ne s'agit en aucune manière de revenir sur l'essentiel de la fonction d'un ordre et donc de l'ordre de Paris. Mais effectivement, il est vrai que nous proposons des services qui nous paraissent utiles au quotidien des confrères et même, plus qu'utiles, répondre à une attente. Certains services, on pense notamment, un mot, mais zen parentalité, c'est mettre en place des poules de consoeurs et confrères qui assurent des renvois. Oui, ce sont le cas échéant des confrères missionnés, mais nous pensons qu'en réalité, lorsqu'on a... tout est une question de priorité. Oui, priorité, on va faire simple. Et c'est quand même essentiel parce qu'un budget, ça reste quand même un budget, il faut faire les choses extrêmement sérieusement. Avec l'augmentation du taux d'intérêt, on a aussi, malgré tout, avec la CARPA, des fonds plus importants à disposition. Et nous pensons que cela rend possible des services tels que celui que je viens d'exprimer, mais également, par exemple, la mise en place d'une garderie d'urgence à la Maison des Avocats. Excellent, merci beaucoup. Et maintenant, je vais laisser la parole à Manuel pour la question de l'ACEJA. Merci. Sur la première question, on a parlé de l'influence du barreau de Paris au CNB.
Je vais vous parler de l'influence du jeune barreau sur le Conseil de l'ordre du barreau de Paris. On a regardé un petit peu là aujourd'hui, les membres du Conseil de l'ordre en moyenne ont prêté serment il y a 21 ans. On a moins de 10% des membres du Conseil de l'ordre qui ont moins de 10 ans de barreau, on n'en a aucun de moins de 5 ans de barreau. En réalité, je ne vais pas vous poser la question de savoir s'il faut réserver des places ou non aux jeunes barreaux, parce que je ne pense pas que ce soit une vraie solution. Mais on peut voir en réalité que, contrairement à ce qu'on a dans les barreaux de province, dans les barreaux étrangers, on n'a strictement rien sur le jeune barreau, aucune institutionnalisation. Ma question sera, est-ce que vous pouvez proposer 2 mesures concrètes, parce que je pense qu'une ne sera pas suffisante, pour qu'on ait un jeune barreau enfin influent? Et la parole à Vanessa Poussin. J'avais un doute. Merci beaucoup. Oui, effectivement, le jeune barreau a son poids et doit avoir un poids au barreau. Dans notre programme, pour répondre à ma question concrète, avec Pierre Hoffman, nous avons notamment une proposition très concrète qui consiste à œuvrer pour modifier les textes et permettre notamment que des jeunes confrères soient éligibles au Conseil de l'Ordre. Aujourd'hui, pour être éligible au Conseil de l'Ordre, il faut au minimum avoir 4 ans de prestation de serment. Nous pensons que la présence du jeune barreau au Conseil de l'Ordre, alors évidemment, encore faut-il être élu, donc ça relève de l'élection et de la difficulté de l'élection, nous la connaissons tous, mais lorsque l'on passe effectivement cette barrière démocratique, eh bien, le jeune barreau a vocation à peser aussi au Conseil de l'Ordre par son positionnement, son regard. Alors on peut se dire que pour faire partie du Conseil de l'Ordre et pour prendre des décisions, il faut avoir de l'expérience, c'est vrai qu'on peut se dire cela. Pour autant, les décisions, elles sont prises de manière collégiale, et le jeune qui vient d'entrer, qui vient de prêter serment, son regard, sa génération, son impulsion peut avoir un intérêt, et en tout cas nous en sommes convaincus, pour le Conseil de l'Ordre. C'est la première mesure. Il va falloir, en un mot, la dernière peut-être, parce qu'on va dépasser le temps de parole. D'accord. Écoutez, elle me paraît déjà assez centrale. Si on a un binôme éligible au Conseil de l'Ordre sans ce plafond des 4 ans, pour nous, c'est la démocratie directe qui compte. Donc avoir des jeunes au Conseil de l'Ordre, c'est fondamental. Très bien, merci. La parole à Léonore Camara-Cavaroc. Alors, pardon, merci beaucoup. Alors, nous ne pensons pas qu'il faille que des avocats en dessous de 4 ans puissent se présenter au Conseil de l'Ordre en qualité de membre du Conseil de l'Ordre à part entière, parce que nous pensons qu'il faut tout de même, bien que le jeune barreau doive faire valoir sa voix, et ça c'est absolument tout à fait correct, en revanche il faut une petite expérience tout de même pour pouvoir s'exprimer et voter au sein, bien qu'il y ait la collégialité, au sein du Conseil de l'Ordre. Donc nous, ce qu'on propose concrètement, c'est qu'il y ait de jeunes avocats de moins de 4 ans qui soient présents au Conseil de l'Ordre, mais avec voix consultative et non voix délibérative, de façon à associer à la réflexion et à la formation ces jeunes qui pourraient ensuite s'investir donc beaucoup plus dans le fonctionnement de l'ordre. Je comprends qu'il faut s'arrêter. Merci. Christiane Marant. Alors, vous le savez, avec Frédéric Choum, dans notre programme, on propose d'ouvrir tous les postes, y compris les postes de direction à l'ordre à tous les avocats, quelle que soit leur expérience, leur âge. Évidemment que ceux qui ont plus de maturité, on va se dire qu'ils ont plus d'expérience, mais je pense effectivement un petit souci avec la lumière. Monsieur à la technique, s'il vous plaît. On a besoin de lumière, s'il vous plaît. Et ces économies sont dans notre programme. Pour finir la question, ce sera parfait. Donc je disais... non, si, bon, c'est bon. Où est la boule à facette? Une boîte de nuit dans la maison du barreau des avocats. Donc je disais, nous vous proposons d'ouvrir tous les postes de direction à tous les avocats sur la base de leur mérite. Et non pas en fonction de leur âge, de leur expérience. Nous pensons avec Frédéric que le jeune barreau a sa voix. La première qui pense ça, puisque je suis la benjamine des candidates. Effectivement, c'est pas simplement les postes de direction, ça pourrait être ouvert également aux fonctions de membres du Conseil de l'Ordre. Donc évidemment, ça pourrait changer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois.
Nous aurons donc expérimenté toutes les fonctions techniques de cet auditorium, que ce soit en termes de voix ou que ce soit en termes visuels, lumière, son. Donc merci à toutes et merci à tous d'être venus. Merci aux candidats de s'être prêtés à ces débats. Et bonne chance pour la suite. Et surtout, nous vous invitons en bas chez Jérôme pour un cocktail qui suit ce débat et poursuivre du coup les échanges avec nos candidats au bâtonnat. Merci à toutes et à tous.